Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau podcast du tutorat des externes. Nous allons parler de la douleur thoracique aiguë. Il s'agit de l'item 230 issu de la dernière édition du Collège de médecine cardiovasculaire. Tout d'abord, nous allons parler de la conduite à tenir en présence d'un patient qui consulte pour douleur thoracique. La première étape est de rechercher une détresse vitale. C'est une étape indispensable afin de prendre en urgence les mesures thérapeutiques nécessaires. Nous allons rechercher une détresse respiratoire avec des signes tels qu'une polypnée, correspondant à une fréquence respiratoire de plus de 30 cycles par minute, ou une bradypnée, correspondant à une fréquence respiratoire de moins de 10 cycles par minute, ou encore une pause respiratoire. On cherche aussi un tirage, par mise en jeu des muscles respiratoires accessoires, ou encore des sueurs, une cyanose, une désaturation avec une saturation pulsée en oxygène inférieure à 90%, ou encore une encéphalopathie respiratoire. On cherche également une détresse hémodynamique, pouvant se manifester par un arrêt circulatoire avec un pouls carotidien ou fémoral non perçu, ou encore par un patient inconscient. On peut également trouver un tableau clinique d'état de choc, avec un collapsus associé à une hypoperfusion périphérique, ou bien encore une hypotension avec pâleur, marbrure et oligurie. On peut également chercher des signes de cœur pulmonaire, ou encore un pouls paradoxal, correspondant à une dépression du pouls à l'inspiration profonde. On cherche aussi une atteinte neurologique et des troubles de la conscience se manifestant par une confusion, une agitation ou encore des convulsions. La seconde étape est de chercher par l'interrogatoire et l'examen physique du patient des arguments orientant vers l'une des 4 urgences cardiologiques à évoquer systématiquement du fait de leur gravité immédiate ou potentielle. Le moyen mémotechnique le plus connu est P. Le P pour péricardite aiguë, qui est le plus souvent bénigne mais qui peut se compliquer d'un épanchement péricardique abondant, voire d'une tamponnade. Le I pour infarctus, correspondant au syndrome coronarien aigu. Le E pour embolie pulmonaire et le D pour dissection aortique. Une autre étiologie à évoquer est la rupture de l'œsophage. Bien que de survenue exceptionnelle, elle est une urgence thérapeutique à évoquer devant une douleur thoracique associée à une dyspnée, un emphysème sous-cutané correspondant à des crépitations neigeuses lors de la palpation ou un pneumomédiastin. Les examens complémentaires systématiques à réaliser sont l'ECG 12 dérivations, plus les dérivations V3R, V4R, V7, V8, V9. Un autre examen complémentaire à réaliser est la radiographie pulmonaire et également le dosage des troponines ultrasensibles est à réaliser. En présence d'un syndrome coronarien aigu avec sus-décalage persistant du segment ST, le patient doit être transféré en USIC ou directement en salle de coronarographie en raison du risque de survenue d'une fibrillation ventriculaire, notamment dans les syndromes coronariens aigus. Voici donc quelques mots pour résumer la conduite à tenir devant une douleur thoracique. Tout d'abord, on recherche la détresse vitale, qu'elle soit respiratoire, hémodynamique ou neurologique. Si elle est présente, on transfère le patient en réanimation ou à l'USIC via le SAMU. En l'absence de détresse vitale, on recherche les 4 urgences cardiovasculaires. Si l'une d'entre elles est présente, on réalise un transfert du patient à l'USIC via le SAMU, les urgences cardiaques, la coronarographie ou encore la chirurgie. En l'absence d'une urgence, on cherchera des causes extracardiaques pouvant nécessiter des prises en charge spécifiques. La deuxième étape, c'est l'orientation diagnostique. Si les douleurs thoraciques aiguës dans leur forme typique permettent d'évoquer très rapidement une urgence cardiaque, il ne faut pas méconnaître la grande fréquence des formes atypiques. L'interrogatoire et l'examen clinique cherchent un profil de risque particulier pour orienter le diagnostic. La première étiologie à chercher, c'est le syndrome coronarien aigu. Le terrain est évoqué par la présence de facteurs de risque d'antécédents coronariens. Il s'agit d'une douleur spontanée de repos ou un angor de novo, ou encore un angor crescendo. L'infarctus est à évoquer dès que la durée de la douleur a dépassé 20 minutes. Elle est parfois associée à une dyspnée dans 10% des cas. La douleur coronarienne typique est rétrosternale, constrictive, mais attention aux douleurs atypiques, surtout chez la femme et le sujet âgé. En pratique, la douleur peut siéger de la mandibule à l'ombilic, parfois mimer une douleur gastrique ou biliopancréatique. Comment différencier la douleur de nature ischémique de la douleur de nature non ischémique? Tout d'abord par ses caractéristiques. La douleur de nature ischémique est plutôt de type constrictive. On peut également avoir une sensation de pesanteur et de brûlure. Alors que la douleur de nature non ischémique sera plutôt en coup de poignard, augmentée par la respiration et acérée. Le siège est également différent. Rétrosternal, médiothoracique, irradiant dans le cou, les épaules, l'avant-bras, la tête, avec des sueurs et des nausées dans la douleur de nature ischémique, et plutôt sous-mammaire gauche, touchant l'hémithorax gauche, punctiforme ou dorsale dans la douleur de nature non ischémique. Les facteurs déclenchants seront également différents. Dans la douleur de nature ischémique, le facteur déclenchant sera plutôt l'effort,
le stress, l'énervement ou encore le temps froid. La douleur de nature non ischémique intervient après la fin de l'effort. Parfois, elle peut même être soulagée par l'effort, ou bien provoquée par un mouvement de corps particulier. Également, la durée de la douleur est différente en fonction de sa nature. Si elle est de nature ischémique, la durée sera plutôt en minutes, et si elle est de nature non ischémique, la durée sera plutôt en secondes ou en heures, en l'absence d'élévation des troponines. Dans le syndrome coronarien aigu, l'examen clinique est normal en l'absence de complications. On recherchera tout de même une autre localisation de l'athérosclérose, par la recherche d'un souffle carotidien ou fémoral, ou encore l'abolition d'un pouls. Le CG doit être réalisé le plus rapidement possible car il conditionne la prise en charge ultérieure. Il montrera un sus ou sous-décalage du segment ST, des ondes T négatives ou encore des ondes Q. Attention, car un ECG percritique normal n'élimine pas le diagnostic. Également, un bloc de branche gauche doit être considéré comme un équivalent de SCA avec sus-décalage du segment ST. Et enfin, les ischémies dans le territoire de l'artère circonflexe peuvent être électriquement muettes. C'est pour cela qu'il ne faut pas oublier d'enregistrer les dérivations V7, V8 et V9. La radiologie pulmonaire est normale et souvent inutile dans les tableaux typiques de SCA en l'absence d'insuffisance cardiaque. Le dosage de la troponine ultrasensible est inutile dans la prise en charge des SCA avec sus-décalage persistant du segment ST confirmé par le CG. C'est pour cela que ce dosage ne doit surtout pas retarder la prise en charge. La reperfusion coronarienne par angioplastie ou thrombolyse doit être débutée sans attendre les résultats de la troponine. Pour les syndromes coronariens aigus sans sus-décalage persistant du segment ST, le dosage des troponines ultrasensibles revêt un intérêt diagnostique et pronostique. Dans le cas où le dosage de la troponine est élevé, surtout s'il est très élevé, le diagnostic de syndrome coronarien aigu sans sus-décalage du segment ST à haut risque est posé. Si elle est peu élevée, un deuxième dosage 1 heure plus tard montrant une augmentation supplémentaire de la troponine sera nécessaire pour poser le diagnostic. En l'absence de variation de la troponine, et bien que la surveillance en USIC soit également nécessaire, nous serons obligés d'évoquer un diagnostic différentiel tel qu'une myocardite par exemple. La deuxième étiologie à évoquer est la dissection de l'aorte thoracique. Les facteurs favorisants sont une HTA ancienne et un syndrome de Marfan. La douleur thoracique est classiquement aiguë, prolongée, intense, à type de déchirement, irradiant dans le dos, migratrice, descendant vers les lombes, parfois associée à une syncope. Cliniquement, on peut observer selon le siège de la dissection une asymétrie tensionnelle, qui correspond à une différence de pression artérielle de plus de 20 mm de mercure. On peut aussi retrouver une abolition d'un pouls, un souffle d'insuffisance aortique, ou encore un déficit neurologique. Elle est parfois révélée par une complication comme un tableau d'ischémie aiguë de membre, un AVC, un tableau d'infarctus mésentérique avec une douleur abdominale trompeuse ou encore un hémopéricarde avec tamponnade. La probabilité clinique de dissection aortique peut être estimée par un score. La probabilité clinique est faible si ce score est de 0 ou 1 et forte si elle est de 2 ou 3. Parmi ces critères, on retrouve un terrain évocateur. Un autre de ces critères est la douleur thoracique évocatrice. Et le dernier critère, ce sont les signes évocateurs à l'examen clinique. Le CG lors de la dissection aortique est normal, ou révèle un SCA si la dissection aortique s'est étendue à une artère coronaire. La radiographie thoracique montre un élargissement du médiastin, éventuellement un ébranchement pleural, et un aspect de double contour aortique. Des examens biologiques tels qu'une NFS plaquette, une CRP, des dédimères, des troponines ultrasensibles, ou encore le dosage de la créatine kinase et la créatinémie sont requis. Le diagnostic est parfois posé par l'échographie transthoracique ou transœsophagienne que l'on réalisera uniquement en cas de stabilité hémodynamique. Mais la réalisation d'un angioscanner thoracique est souvent nécessaire au diagnostic positif et à la planification d'un futur geste chirurgical. Chez les patients hémodynamiquement stables et présentant une faible probabilité clinique de dissection aortique, l'échographie est complétée par la radiographie thoracique et le dosage des dédimères. La dissection aortique requiert une prise en charge chirurgicale en urgence en cas d'atteinte de l'aorte ascendante. La prise en charge chirurgicale en urgence peut également être indiquée dans les formes limitées à l'aorte descendante s'il y a des complications périphériques. La pression artérielle doit également être normalisée car c'est une urgence hypertensive. La troisième étiologie possible est l'embolie pulmonaire. Le terrain est évocateur en cas de cancer, de contraception œstroprogestative associée à du tabagisme, en période post-opératoire ou en postpartum, en cas d'alitement prolongé, ou s'il y a des antécédents personnels ou familiaux de maladies thromboemboliques. Elle se manifeste classiquement par une douleur basithoracique progressive associée à une dyspnée aiguë avec polypnée, toux et parfois une hémoptysie tardive. À l'examen clinique, on note des signes de thrombose veineuse, absents dans un tiers des cas, une tachycardie, des signes d'insuffisance ventriculaire droite qui constituent un signe de gravité.
Cliniquement, 2 tableaux opposés sont possibles. Soit un infarctus pulmonaire avec douleur basithoracique de type pariéto-pleural fébrile avec une hémoptysie noirâtre tardive, qui est plutôt de bon pronostic. Soit on retrouve un cœur pulmonaire aigu avec une dyspnée isolée et des signes de défaillance ventriculaire droite ou encore un collapsus. Dans ce cas-là, la douleur est au second plan compte tenu de l'urgence vitale. Le CG révèle la présence de signes de cœur pulmonaire aigu, une tachycardie sinusale, un aspect S1Q3, un bloc de branche droit, des ondes T négatives dans les précordiales droites. La radiographie pulmonaire peut montrer des atelectasies en bande, un épanchement pleural basal, une coupole surélevée, une hyperclarté, mais elle est souvent normale. Une douleur thoracique avec dyspnée et radiographie de thorax normale doit faire évoquer obligatoirement le diagnostic. La stratification initiale du risque repose sur la présence d'une hypotension se traduisant par une pression artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure ou encore une baisse de la pression artérielle systolique supérieure à 40 mm de mercure, tout cela pendant plus de 15 minutes en l'absence de troubles du rythme, d'hypovolémie ou de sepsis. On doit également rechercher un choc témoignant d'un haut risque. En cas d'embolie pulmonaire à haut risque, on réalise un scanner thoracique s'il est disponible immédiatement. Sinon, on réalisera une échocardiographie à la recherche d'une dilatation du ventricule droit. En cas d'embolie pulmonaire sans hypotension ou choc, la probabilité clinique d'embolie pulmonaire est estimée grâce au score de Wells modifié ou au score de Genève modifié. Si cette probabilité est faible ou modérée, les dédimères doivent être prélevés. S'ils sont positifs, un angioscanner thoracique est demandé pour confirmer le diagnostic. S'ils sont négatifs, le diagnostic de paix est éliminé, même en présence d'une probabilité pré-test modérée. Si la probabilité d'embolie pulmonaire est forte, les dédimères sont inutiles. Un angioscanner thoracique est demandé d'emblée pour confirmer le diagnostic. En cas de probabilité intermédiaire ou haute, un traitement antithrombotique doit être débuté avant même la confirmation diagnostique. La 4e étiologie a évoqué la péricardite aiguë avec 3 tableaux possibles. Le premier est celui d'une péricardite non compliquée. Le terrain est évocateur en cas de contexte viral, d'une fièvre ou une forme récidivante avec un antécédent connu de péricardite aiguë. La péricardite se manifeste classiquement par une douleur thoracique augmentée à l'inspiration profonde en décubitus et calmée par l'antéflexion. L'examen clinique recherche un frottement péricardique classiquement fugace et inconstant. Le CG révèle un sus-décalage du segment ST concave et diffus ou non systématisé, sans miroir ni onde de Q, un sous-décalage du segment PQ et un microvoltage. La radiographie pulmonaire montre parfois un élargissement de la silhouette cardiaque. Devant une suspicion de péricardite aiguë, une échocardiographie et un dosage des troponines doit être réalisé. On peut observer également un syndrome inflammatoire biologique. De plus, l'échographie peut montrer un épanchement péricardique. Elle peut aussi être normale, dans le cas de la péricardite sèche. C'est pour cela qu'il faut savoir la répéter. Il faut savoir que la péricardite non compliquée est l'étiologie la plus bénigne parmi les autres diagnostics à évoquer. C'est donc un diagnostic d'élimination. Le deuxième tableau de la péricardite est celui d'une tamponade péricardique. À la différence de la péricardite non compliquée, c'est une urgence vitale. Elle se manifeste par une douleur thoracique avec dyspnée, polypnée, puis orthopnée et toux, parfois des dysphagies, des nausées et un hoquet. On retrouvera également des signes de cœur droit avec une turgescence jugulaire et un reflux hépato-jugulaire. On pourra avoir des signes de choc avec une tachycardie et une pression artérielle systolique inférieure à 90. On peut également retrouver un pouls paradoxal s'expliquant par le fait qu'à l'inspiration, on a une augmentation du retour veineux qui provoque une dilatation du ventricule droit, comprimant alors le ventricule gauche et aboutissant à la baisse de la pression artérielle systolique. On retrouve alors une pression artérielle systolique d'inspiration qui est inférieure à la pression artérielle systolique d'expiration. Le CG révèle un microvoltage, parfois une alternance électrique. La radiographie de thorax montre une cardiomégalie, avec, lorsque l'épanchement péricardique est abondant, un aspect de cœur en carafe. L'échocardiographie confirme le diagnostic de tamponade et montre un collapsus des cavités droites en expiration, une compression du VG par le VD en inspiration avec un épanchement abondant. Le troisième tableau est celui de la myopéricardite. Il s'agit d'un tableau de péricardite avec atteinte du myocarde. La douleur est de type péricarditique, mais peut mimer un SCA. Elle est associée à une élévation prolongée des troponines. L'échocardiographie montre un trouble cinétique du ventricule gauche segmentaire ou diffus avec éventuellement un épanchement péricardique. La coronarographie, quant à elle, est normale. L'IRM peut montrer des plages de rehaussement tardif sur les séquences avec injection, prédominant en sous-épicardique et sans systématisation artérielle. Dans l'orientation diagnostique, il ne faut pas oublier de chercher les étiologies de douleurs chroniques de cause cardiaque. Il faut également rechercher les principales causes extracardiaques d'une douleur thoracique. Tout d'abord avec les douleurs d'origine pulmonaire.
Il peut s'agir d'un pneumothorax avec une douleur de type pleural, un tympanisme et une abolition du murmure vésiculaire, parfois une dyspnée. Le diagnostic est posé par la radio en expiration. Il peut s'agir aussi d'un épanchement pleural, de douleur pleurale chronique, causée par un mésothélium ou une pachypleurite. Il s'agit d'une douleur de type pleural avec une matité, parfois une dyspnée. Le diagnostic est également radiographique avec la recherche d'une ligne de damoiseau pouvant nécessiter des clichés en décubitus latéral ou encore une ponction pleurale à but diagnostique. On peut également retrouver des douleurs dans des pneumopathies infectieuses. La douleur peut être intense en coup de poignard de type pleural. On retrouve une fièvre, un syndrome de condensation avec un souffle tubaire entouré d'une couronne de râle crépitant, une opacité radiologique systématisée ou non avec bronchogramme aérien et un éventuel épanchement pleural associé. On peut également avoir des douleurs d'origine œsophagienne. Il peut s'agir d'un RGO, d'une œsophagite, ou bien d'un spasme œsophagien. Dans ce cas, la douleur d'allure angineuse est le plus souvent déclenchée par la déglutition. Mais attention, car cette douleur peut également être calmée par les dérivés nitrés. Il peut s'agir également d'une dysphagie, ou alors d'une rupture de l'œsophage, qui est exceptionnelle. On peut retrouver également des douleurs pariétales d'origine musculaire ou squelettique. Il peut s'agir d'un syndrome de Tietz, qui correspond à une inflammation du cartilage à la jonction du sternum et d'une ou plusieurs côtes. La douleur est alors reproduite à la palpation. Il peut s'agir de lésions sternales, d'arthralgie chondrocostale, de fractures costales, éventuellement pathologiques sur des métastases ou un myélome multiple. Il peut aussi s'agir de douleurs musculo-ligamentaires. On peut également avoir des douleurs d'origine neurologique, causées par un zona intercostal ou un tassement vertébral. On peut également avoir des douleurs d'origine abdominale projetée, dans le cas d'une lithiase vésiculaire, d'un ulcère gastro-duodénal, d'une pancréatite aiguë, d'une appendicite sous-hépatique ou encore d'un abcès sous-phrénique. Il existe aussi des douleurs d'origine psychogène, extrêmement fréquentes. Elles s'accompagnent souvent de signes psychiatriques tels qu'une angoisse ou une névrose. Parmi ces différentes étiologies, 6 urgences non cardiaques sont absolument à identifier. Ce sont les pleurésies et les pneumonies, le pneumothorax, la pancréatite aiguë, l'ulcère gastrique ou duodénal compliqué, la cholécystite et les douleurs radiculaires. Pour les autres étiologies, il n'y a pas d'urgence vitale, mais il est urgent de rassurer et de soulager le patient. Voilà, ce podcast est maintenant fini. En espérant qu'il vous ait plu, n'hésitez pas à nous faire des retours. À bientôt!